Chers esthètes du pixel et futurs magiciens du visuel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus by Yatus. Aujourd'hui, nous perçons ensemble le mystère fascinant de Magnifique AI, cette IA que certains définissent comme l'étoile montante de l'imagerie numérique. Comment cet outil révolutionne-t-il notre manière de voir et de transformer les images? Quelle porte cette technologie ouvre-t-elle pour l'avenir de l'imagerie numérique? Et que signifie cette avancée pour les photographes, les designers, les cinéastes? Heureusement, je ne suis pas seule pour répondre à toutes ces questions. Mon acolyte et expert Gilles Guéraz m'accompagne comme toujours dans cette nouvelle exploration. Intelligence. Artificielle. Générative. Yatus. Salut Gilles, prêt à zoomer dans l'univers de Magnifique AI avec moi? Salut Laura, toujours prêt pour un voyage au cœur de l'innovation. Est-ce que tu remarques comment mes intros sont de plus en plus chiadées et cela grâce à ChatGPT? Mais ouais, grave. T'as vu, hein, tu le sens? Bon, je repasse derrière, hein, parce qu'il en fait encore plus des caisses. Oui, bien sûr. Oui, il en fait des caisses, donc il faut le calmer un peu, ouais. Alors dis-moi, déjà, c'est toi qui as voulu faire un focus sur cet outil Magnifique AI, pourquoi? Alors écoute, j'ai souhaité faire un focus sur cet outil-là parce qu'on en a beaucoup parlé depuis maintenant 1 mois et demi. C'est un outil qui présente des aspects innovants pour la création d'images dont on va discuter ensemble. Avant toute chose, pour introduire, il faut qu'on parle de l'upscaling. Laura, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'upscaling ? Alors oui, je crois que je peux. L'upscaling, ce serait pour moi le fait d'augmenter la qualité d'une image par rapport à son original. Exactement, Laura. Il fut un temps pour upscaler une image fixe, il fallait rentrer dans Photoshop et il fallait agrandir le nombre des pixels de la taille de l'image dans les menus. Et ça nous faisait une image qui était certes beaucoup plus grande, mais qui était aussi beaucoup plus moche. Parce qu'on perdait vachement en piqué, en définition, voilà. Ensuite, Photoshop a mis en place des algorithmes de netteté artificielle lors de l'agrandissement, qui rendait un peu mieux, mais c'était pas encore foufou. Donc ça a quand même duré un bon petit bout de temps, hein. Moi, je me souviens de ça, il y a peut-être une quinzaine d'années, mais ça a duré longtemps. Et depuis quelques années, on a un autre type d'upscaling qui fait de l'extrapolation de pixels. Ça signifie que lorsqu'on agrandit une image, il y a un algorithme d'IA qui va générer des pixels adjacents aux pixels existants. Ça veut dire qu'il va recréer de la matière par duplication de pixels et donner l'impression d'une netteté beaucoup plus grande et d'une plus grande précision dans l'image. Je pense à des outils qui s'appellent Topaz. Et donc, depuis maintenant quelques semaines, on a un nouveau type d'upscaler qui sont des outils d'upscaling génératif. Ça veut dire qu'on leur donne une image à upscaler et ils vont le faire en générant une nouvelle qui va ressembler plus ou moins, ça on va le voir ensemble, à l'image d'origine. Est-ce que là, on est en train de parler d'une simple étape dans l'évolution de la retouche photo, ou pour toi, on est sur une véritable révolution artistique? Écoute, je pense qu'on parle d'une étape parce que je pense que le mot révolution est peut-être un petit peu fort, d'autant plus que c'est un mot qui est quand même assez récurrent depuis l'irruption de l'IA générative. Là, ce que ça fait, c'est que, c'est quand même très très fort. Ça veut dire que tu peux lui donner donc une image avec une définition moyenne. Et il peut te l'agrandir jusqu'à 16 fois, avec une qualité de malade. C'est hyper impressionnant. Et le petit plus, c'est qu'il y a en fait des presets, donc des pré-réglages, qui vont définir un look particulier de l'image. Est-ce qu'on cherche à faire un portrait ? En fait, auquel cas, on aura un rendu qui va être assez doux. Est-ce qu'on veut faire de l'illustration ? Là, on aura un rendu qui va être beaucoup plus contrasté. Est-ce qu'on veut faire un élément de jeu vidéo, où là, on aura un truc qui va être beaucoup plus coloré. On a aussi un preset film et photographie, qui ajoute aussi un look aussi spécifique. On a un rendu 3D, pareil, avec un look caractéristique de ce type de rendu-là. Et on a mon petit chouchou, le preset science-fiction et horreur, qui peut nous faire des rendus... Voilà, qui peut nous faire des rendus assez rigolos. Et donc, tous ces rendus-là, ils sont aussi assujettis à une barre de créativité. Si on la met à 0,
et ben là on aura en fait une image upscalée qui sera extrêmement proche de l'image d'origine. Et lorsqu'on monte cette barre de créativité, on va permettre à Magnifique AI d'halluciner. Ça va se traduire par des éléments que l'IA va rajouter. Mais là, du coup, c'est une hallucination volontaire, demandée. Voilà. Mais ça peut faire des choses extrêmement surprenantes, et ce qui fait qu'on va finir par avoir une autre image que celle qu'on avait mise pour l'upscaler. Tout ça, en fait, est hyper intéressant et ouvre beaucoup de portes créatives. Alors du coup, puisque tu dis ça, forcément, ça m'amène sur une question qui revient régulièrement, mais qui dit créativité dans un outil d'IA, dit entraînement sur des données dont on n'a peut-être pas eu le contrôle ou la base. Est-ce que là, il y a des choses qu'on doit garder en tête parce que c'est un peu différent de Midjourney, enfin, c'est un peu moins clair pour moi quelle est l'inspiration des bases de données pour pouvoir faire justement ce niveau de créativité. Alors non, là il n'y a pas eu d'entraînement, si tu veux, enfin, en tout cas pas sur des données, pas sur des images, puisqu'en fait là on est vraiment sur un outil qui va partir d'une image que toi tu vas lui soumettre pour en faire autre chose. Soit la même image en beaucoup plus grand et en beaucoup plus défini, ou soit une image légèrement dérivée avec sa petite dose d'hallucination comme on vient de l'évoquer. Ouais, mais du coup, ce qui m'interroge, c'est cette hallucination, elle se fonde sur quoi? Il faut bien qu'il ait lui-même qu'il ait une base quelque part de ce vers quoi il peut halluciner, non? Écoute, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas sur quoi il va se baser. Je pourrais poser la question au fondateur de Magnifique AI qui est accessible via Twitter. Eh ben, défi, c'est un challenge que nous te lançons. Ouais, je poserai la question. Je trouve que c'est une question intéressante, Laura. Dis-moi, pour nos auditeurs qui sont toujours à l'affût de tes exemples concrets, t'aurais une expérience, toi, à nous partager, un cas d'usage que t'as fait sur Magnifique AI qui serait facile d'accès, auquel on pourrait accéder? Moi, mon usage préféré, c'est de l'utiliser sur des images que j'ai créées avec Midjourney V5. Elle manquait parfois de détails, notamment pour les personnages. Et quand tu la passes dans Magnifique AI, tu redécouvres complètement tes images, tu crées presque des nouvelles images sur la base d'anciennes. Et je trouve ça hyper excitant. Un dernier usage qui pourrait t'intéresser, c'est dans le cadre de génération de vidéos avec l'IA. Magnifique AI, maintenant je l'ai intégré dans mon workflow. Ça signifie que je vais d'abord créer mes images donc avec un outil de génération d'images, que ce soit Midjourney ou un autre outil. Ensuite, je vais les passer systématiquement dans Magnifique AI pour les upscaler, pour avoir la meilleure définition possible. Et ensuite, après, je vais les animer. Et c'est là que j'aurai les meilleurs résultats visuels. C'est marrant parce que tu vois, en t'écoutant dire ça, je trouve que ça répond déjà à tellement de craintes sur le fait que tout le monde... Là, ça veut dire que tu passes quand même par 3 étapes avec 3 expertises, 3 savoir-faire différents pour arriver à l'image que tu souhaites. Je pense que clairement, c'est réservé quand même à des gens qui sont désireux, vraiment, qui ont envie, tu vois, de le pousser. Moi, tu me dis ça, je me dis la flemme de faire tout ça, tu vois. Donc, je trouve que quelque part, c'est assez chouette parce que ça nous rappelle que ça reste des outils et que c'est aussi ceux qui voudront, ceux qui chercheront à s'en servir correctement qui le feront, mais c'est pas la disparition de tous les métiers... Non, je trouve ça assez chouette. Tant mieux, c'est en fait un point de vue intéressant. C'est vrai que moi, comme je suis dans l'œil du cyclone de la geekerie en termes de création d'images et de création de vidéos, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à prendre du recul là-dessus. Mais donc effectivement, ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Générer des visuels de qualité avec de l'IA, ça demande une certaine expertise non seulement de l'image, mais aussi des outils, ouais. Et c'est pas un truc qui est facilement accessible, effectivement. Bon, merci encore une fois pour ce regard et donc cet éclairage sur Magnifique AI. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cette discussion vous a donné envie d'aller découvrir sur le champ cette intelligence artificielle. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations intelligentes, mais qui n'ont rien d'artificiel. Salut Gilles. Ciao, ciao Laura. Hiatus.